Bonjour mesdames et messieurs, nous sommes réunis cet après-midi sur le plateau télé du salon de l'industrie, Business Industrie Dijon, qui se déroule ce mercredi 29 et ce jeudi 30 novembre au parc des expositions de Dijon. Plateau télé est consacré cet après-midi à l'hydrogène. Amaury Vaux-120, bonjour. Bonjour. Vous êtes co-gérant de Synapse Conseil, un bureau d'études installé à Dijon depuis 1 an. Bureau d'études spécialisé dans la transition énergétique. Vous employez 4 collaborateurs. Vous faites des bilans carbone, des études de décarbonation, des mobilités, des projets photovoltaïques pour des entreprises, des collectivités. On va parler d'hydrogène ensemble cet après-midi. Alors je vais tout de suite préciser que l'hydrogène n'est pas une énergie. Là, je m'adresse aux spécialistes. Un vecteur d'énergie. C'est un vecteur d'énergie, c'est-à-dire... Un vecteur d'énergie, si on en revient à la définition stricto sensu, un vecteur, c'est ce qui sert à déplacer, donc un vecteur d'énergie qui déplace de l'énergie. Alors comment marche, quand on parle d'hydrogène, pour une voiture par exemple, on en parlera demain pour du stationnaire par exemple, mais comment ça marche ? L'hydrogène, il faut bien revenir à la base. Qu'est-ce que c'est ? C'est un élément atomique chimique. C'est une petite molécule et du coup, c'est l'élément le plus abondant dans l'univers. Et du coup, de par sa caractéristique, il a énormément d'énergie. Donc on va le trouver principalement sous forme gazeuse, mais le problème c'est qu'on ne le trouve pas vraiment à l'état naturel sur Terre. Donc on va venir le créer et le scinder par rapport aux autres énergies. Par exemple, avec de l'eau, dans H2O, on va retrouver le H de l'hydrogène et on va être capable de scinder la molécule d'eau pour isoler l'hydrogène et après s'en servir, comme vous le disiez, sur plusieurs applications comme la mobilité, l'industrie ou pourquoi pas du stationnaire. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est capable de proposer à une entreprise par exemple qui envisage de basculer sa flotte, par exemple, de véhicules vers de l'hydrogène. On peut commencer par ça. Ouais, alors si on regarde purement l'aspect mobilité, on va plutôt adresser des flottes d'entreprises qui sont à usage intensif ou avec de la mobilité, ce qu'on va appeler plutôt lourde, donc plutôt du véhicule utilitaire, voire jusqu'au poids lourd. Aujourd'hui, on a une gamme de mobilité assez large dans l'hydrogène, c'est-à-dire qu'on va du simple vélo jusqu'au train à hydrogène. Le grand fantasme du moment, c'est d'avoir l'avion à hydrogène. Donc on voit que le spectre est très large, mais du coup, voilà, aujourd'hui, on ne s'interdit rien en termes de faisabilité. Après, on se heurte par contre à la réalité des offres de constructeurs sur le marché. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en France, on a Stellantis et Renault qui ont chacun sorti une gamme d'utilitaires, type Master, etc. Et on commence à voir émerger, mais tout doucement, une offre de poids lourd qui aujourd'hui est plutôt française et asiatique. Européenne et asiatique, pas encore française, et qui commence à arriver sur le marché, mais vraiment au compte-gouttes, et on sent que les constructeurs ils vont doucement. Un petit peu compliqué. Alors la flotte hydrogène consiste donc à remplir son réservoir d'hydrogène, et ensuite son véhicule est équipé d'une pile à combustible. Exactement. Qui va permettre de produire c'est un véhicule électrique, en réalité. Alors c'est ça, on va retrouver plusieurs types de véhicules, mais aujourd'hui ce qu'on trouve le plus sur le marché, c'est en effet des véhicules électriques à hydrogène, qu'on va venir, surtout pas opposer, mais qu'on va venir en complémentarité avec les véhicules électriques à batterie. Et du coup, le véhicule électrique à hydrogène, en effet, vous remplacez votre réservoir d'essence par votre réservoir d'hydrogène, et vous avez une pile à combustible qui va venir retransformer cet hydrogène en électricité pour alimenter le moteur électrique et faire rouler le véhicule. Il existe également une technologie consistant à brûler l'hydrogène. Oui. Comme on brûle notre essence aujourd'hui, ça fonctionne aussi, mais c'est moins développé. Oui, la filière a fait un pari qui était plutôt au début de se concentrer sur la pile à combustible, alors que le moteur à combustion interne, qui finalement est le même moteur qu'on va retrouver dans nos véhicules classiques ou les moteurs à GNV, à gaz naturel pour véhicules, peut très bien fonctionner avec des injecteurs à hydrogène. Et du coup, remplacer, là on retrouve un moteur thermique, mais du coup avec des coûts qui sont bien moins importants que sur un véhicule électrique. Donc ça a d'autres avantages, mais aujourd'hui la filière a plutôt pris le pli de la pile à combustible, mais commence un petit peu à faire marche arrière sur certaines applications, notamment très industrielles, où on va avoir de la poussière, un milieu un peu contraint, type chantier, etc., où on peut venir dégrader la pile à combustible, ce qui est relativement dommage quand on connaît le prix des véhicules. Quels sont les autres usages possibles aujourd'hui de l'hydrogène ? Donc hormis les mobilités, et plutôt les mobilités un peu lourdes, on l'a bien compris. Oui. Alors, ce qu'il faut voir de l'hydrogène, c'est que ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un vecteur, donc c'est un petit peu, et c'est un vecteur qui est universel. C'est comme l'électricité, c'est-à-dire qu'il n'est pas discriminant. On va pouvoir s'en servir sur une palette assez large d'endroits. Donc, le premier aujourd'hui, on consomme énormément d'hydrogène en France et dans le monde. C'est plusieurs centaines de millions de tonnes qui sont consommées par an
en France et qui servent notamment aujourd'hui à la pétrochimie, la raffinerie, etc. La production d'ammoniac également, d'engrais. Et du coup, qui sont faits aujourd'hui avec un process plutôt carboné. Et du coup, ça, c'est des choses qu'on va pouvoir décarboner demain. Il y a la mobilité dont on a parlé sur les usages du plus léger au plus lourd, même si on va essayer de se focaliser sur les applications les plus lourdes. Le stationnaire pour rentrer dans des bâtiments qui peut être intéressant si on a besoin à un moment de décarboner une industrie ou des sites isolés, que ça soit à l'échelle, par exemple, d'une île, d'un site, etc. Ça va être pour faire quoi? Du chauffage, produire du chauffage par exemple? Oui, exactement. C'est ça. Cet usage-là est envisageable. Il est envisageable aujourd'hui. Si on parle, on est à Dijon aujourd'hui, de faire ça dans le centre-ville dijonnais, ça aura peu d'intérêt parce qu'on est déjà interconnecté à tous les réseaux. Par contre, si on parle d'une enclave, que ça soit, on va dire, perdue... Une maison isolée. Voilà, une maison isolée dans le Jura ou une île sur la façade atlantique, peu importe, là, l'hydrogène peut faire sens. Et la dernière application justement qui est liée à celle-ci, c'est plutôt le stockage intersaisonnier, où là l'hydrogène se stocke très bien, donc on va être capable de venir stocker l'électricité, moyennement forcément un rendement, donc ce qu'on va éviter de faire pour ne pas dégrader la chaîne énergétique au global. Par contre, c'est tout à fait possible de stocker de l'énergie et de la restituer typiquement en hiver quand on a plus de besoin. Alors le problème majeur, un des problèmes majeurs de l'hydrogène, dans le contexte qui est le nôtre où on décarbone notre économie tous azimuts, c'est que pour produire cet hydrogène, on utilise encore aujourd'hui massivement des énergies fossiles. Oui. Comment ça évolue de ce point de vue-là, l'industrie de la production de l'hydrogène? Alors, ça va dans le bon sens, mais si j'étais un peu dur, je dirais que c'est toujours trop lent. Aujourd'hui, 95% de l'hydrogène, des fameuses 100 millions de tonnes que je vous expliquais tout à l'heure, est produit à partir de vapoformage, donc à partir de méthane, du carbone. Du coup, aujourd'hui, tous les nouveaux projets qui sortent avec soit des process d'électrolyse de l'eau, donc totalement décarbonés, soit à partir plutôt de pyrogasification de biomasse. Donc pareil, où là, on va venir prendre du bois ou des essences de biomasse diverses pour les thermolyser, donc les chauffer à très haute température pour venir isoler l'hydrogène. Et pareil, on est encore une fois sur un procédé décarboné. Et tous les projets qui sont en train de sortir de France et d'ailleurs en Europe, dans le monde, sont basés sur ces technologies-là. Oui. Les grands projets qui annoncent, etc. Mais on est sur une échelle de temps qui est relativement longue, puisque les gros projets, si on veut commencer à parler en dizaines, en centaines de mégawatts, on est plutôt à un horizon 2030. Les projets, on va entrer dans le vif de l'illustration. Les projets de station hydrogène de Dijon et d'Auxerre, Auxerre est en service depuis quelques temps déjà, sont des projets de production d'hydrogène vert. Tout à fait. On est bien d'accord. Et avec une production d'énergie qui est totalement décentralisée, c'est-à-dire que là, on va venir produire l'hydrogène au plus près des usages. On pourrait avoir fait un pari un petit peu comme le nucléaire, de dire bon, on peut mettre quelques grosses centrales, on pourrait le dire comme ça, d'hydrogène de production. Et alimenter le territoire. Là, on fait un petit peu plus le pari, celui des énergies renouvelables, de la décentralisation, et de venir accoler des électrolyseurs, donc la production aux usages. Et c'est la première fois qu'on raisonne comme ça en rationalisant l'énergie, en disant il faut qu'on ait un usage pour produire et distribuer cette énergie. Mais parce qu'il y a un modèle économique aussi qui le permet. Oui, même s'il est quand même particulièrement compliqué à trouver aujourd'hui sans subvention, voire impossible. Donc aujourd'hui, l'État, l'Europe et les régions aident grandement les projets. Mais on est sur un amorçage de filière et du coup après à la filière de faire le pas et d'être capable de se passer de ces subventions. Bon, la filière on en reparlera peut-être tout à l'heure parce qu'en Bourgogne-Franche-Comté il se trouve qu'effectivement un pari a été pris, c'est celui de l'hydrogène notamment, donc on pourra en parler. Votre bureau d'études Synops Conseil Dijon, vous intervenez finalement de quelle manière auprès des entreprises sur ce sujet de l'hydrogène? Vous êtes consulté là-dessus aujourd'hui des entreprises qui me disent je m'interroge, je me pose la question de savoir si je bascule ma flotte ou si je peux faire ma transition vers l'hydrogène? C'est ça, nous on accompagne soit des collectivités, soit des entreprises, mais si on prend le cas spécifique des entreprises, elles vont nous interroger généralement sur deux aspects. Un, est-ce que je peux décarboner mes mobilités, mes poids lourds, mes véhicules, etc. Ou est-ce que dans mon process, je peux changer quelque chose? Soit parce qu'aujourd'hui, je consomme déjà de l'hydrogène carboné, et ça finalement c'est assez simple de venir si vous voulez, changer en hydrogène vert. Ou si je consomme beaucoup d'énergie, que ce soit du propane, du gaz naturel ou autre, et là peut-être qu'avec moyennant quelques changements de process, on peut venir injecter une certaine proportion d'hydrogène, pas nécessairement la totalité, mais trouver un équilibre un petit peu
technico-économique, bilan carbone, environnemental, pour essayer de trouver le juste milieu en fait, entre toutes ces énergies. Pour réduire son impact finalement et améliorer son bilan carbone. C'est un petit peu ça l'idée. C'est le maître mot. Ouais. Et aujourd'hui, on voit bien que les industriels poussent tous dans ce sens-là, c'est-à-dire voilà, quelles sont les solutions pour se décarboner. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'hydrogène peut apparaître comme une solution, pas la seule, mais néanmoins, ça peut enlever une sacrée épine du pied. Quelques exemples d'entreprises dans lesquelles vous êtes intervenus, de ces exemples qui vous donnent envie d'y croire, vous voyez, que ça marche et que ça y est, on a enclenché la transition. Oui, on a travaillé et on travaille actuellement pour, alors c'est pas en région, mais des très grosses sucreries qui aujourd'hui sont des consommateurs énergétiques très très importants et très très carbonés de par ailleurs. Et du coup, là, on regarde ne serait-ce que pour injecter 10% d'hydrogène sur leurs besoins, mais ce qui permet déjà d'avoir des installations qui sont à plusieurs dizaines de mégawatts. Et du coup, c'est potentiellement un axe de décarbonation qui est très fort et qui est ultra concret, qui n'est pas très sexy parce qu'on n'aime pas vraiment rentrer dans le process, etc. C'est pas un super outil de communication. Néanmoins, d'un point de vue efficacité environnementale, c'est parfait. D'accord, donc là, l'hydrogène remplace du gaz naturel. Du gaz naturel. Oui, tout à fait. Et ça nécessite des investissements importants ou la transition du parc machine peut se faire sans investissement lourd? En fait, là-dessus, on retrouve principalement des industriels qui, eux, ne souhaitent pas investir en propre sur l'outil de production d'hydrogène et du coup qui va faire un partenariat avec un énergéticien, EDF, Engie ou plein d'autres petits qui savent le faire et du coup qui, eux, vont porter l'investissement et après, demain, gérer l'exploitation, la maintenance de ces installations pour finalement fournir l'hydrogène comme un service, une molécule, une énergie à ces entreprises-là. Donc du coup, ça permet de baisser considérablement l'investissement de ces industriels qui ont forcément du mal à voir aussi le modèle économique et est-ce que c'est leur rôle de faire ça. Et eux, potentiellement, généralement, portent la partie qui touche à leur process. Donc ça peut être la variation d'un brûleur ou potentiellement d'une canalisation qui va être nécessaire. Mais on reste sur des investissements, pour le coup, à l'échelle du projet qui sont relativement réduites. Autre exemple ? Autre exemple, si on en revient à la mobilité dont on parlait tout à l'heure, on accompagne une entreprise qui est un transporteur qui aujourd'hui a plus de 200 cartes grises et du coup qui souhaite se décarboner. Et du coup on a analysé, si vous voulez, l'ensemble de ces véhicules et on n'avait pas, si vous voulez, un diagnostic d'hydrogène à dire il faut que les 200 véhicules passent à l'hydrogène. On a analysé la flotte et on a regardé ceux qui pouvaient passer à l'électrique à batterie, ceux qui pouvaient faire sens avec du bio-GLV et ceux qui faisaient du sens à l'hydrogène. Et du coup, en regardant tout ça et en séquençant, on est capable de proposer plusieurs scénarios à nos clients. Oui. Et du coup, lui a fait le pari de prendre une grande proportion d'hydrogène et d'électrique à batterie pour venir décarboner ses usages. Et du coup, pareil, on a un grand levier de décarbonation parce qu'on est sur des usages poids lourds et intensifs, qui sont un petit peu les deux conditions à réunir pour que ça vaille le coup. Une technologie, un usage, une technologie, c'est un peu l'idée quand il faut choisir à un moment entre le thermique, l'hybride, le full électrique ou l'hydrogène. Je l'aurais pas mieux résumé. Vraiment, c'est un usage, une technologie. Et alors, en l'occurrence, quand l'hydrogène est-il intéressant ? L'hydrogène va devenir pertinent, ce que je disais tout à l'heure, sur des usages plutôt intensifs, donc quand on va faire beaucoup de kilomètres. Oui. Typiquement, un poids lourd va être limité de par son autonomie. Et après, là-dessus, on rentre un petit peu aussi dans l'inconnu avec quelles seront finalement les promesses des batteries. On nous annonce des poids lourds qui vont être capables de faire 500 voire 800 km demain. Si réellement on fait ça, l'hydrogène nécessairement aura moins de place parce qu'on est capable de faire ces mêmes kilométrages. Donc, mais voilà, si aujourd'hui on en reste à ce qu'on se tient, c'est-à-dire dans des conditions climatiques forcément peut-être un petit peu rigoureuses, etc., on va dire aller à 200 km sur certains poids lourds, là l'hydrogène est totalement pertinent. Et le deuxième aspect qui est très important, c'est qu'il offre une autonomie proche du thermique. Exactement, ouais. Et avec le deuxième aspect qui est très important, c'est le temps de recharge qui est très rapide. Oui. Parce que là, on revient au bon système avec une pompe de distribution sur laquelle on se recharge. Donc en un quart d'heure, on est capable de recharger son véhicule. Après, voilà, ça c'est une contrainte que certains exploitants ont, d'autres non. Mais sur certains cas, voilà, ça peut être intéressant ou si des véhicules restent sur le parking toute la nuit, l'électrique à batterie, finalement, voilà, c'est pas du tout un inconvénient de les recharger tranquillement. Et le deuxième aspect qui est très important et qui était le cas de notre client en l'occurrence, c'est la charge à transporter. C'est-à-dire que nous, on a un client qui transporte énormément de marchandises et à l'époque, on parlait de ça, de 20 tonnes de batterie sur un 44 tonnes, on se rend compte qu'on a déjà perdu une très grande partie de la marchandise qu'on peut transporter. Utile. Ouais. C'est ça. Et du coup, nous, ce qu'on fait toujours, c'est on raisonne en ce qu'on appelle en coût auto de possession. Combien le kilomètre commercial coûte. Et du coup, on regarde ça et on permet de comparer. Et du coup, on compare toujours aussi forcément à service équivalent. Vous évoquiez tout à l'heure les stations, il y a quelques instants, les stations d'hydrogène qui vont permettre
j'allais dire de refueler, mais de rehydrogéner. Ouais. Ces stations, elles n'existent pas encore aujourd'hui sur le territoire, comme on trouve des stations d'essence très facilement. C'est un peu le même problème que pour les bornes électriques, c'est-à-dire que cette technologie ne pourra démarrer que quand l'infrastructure sera présente, sera existante. C'est un frein tout de même. Oui, c'est clairement un frein et on rentre un petit peu dans ce dilemme de l'œuf ou de la poule qui est de dire moi j'ai pas de station donc je vais pas acheter de véhicule et moi j'ai pas de véhicule en face donc je vais pas investir dans une station. On est sur des infrastructures qui sont relativement onéreuses tant sur la production que sur la distribution. Du coup ce qu'on va faire c'est qu'on essaie toujours de raisonner ce que je vous disais tout à l'heure en production, usage, distribution. Si vous voulez c'est créer des écosystèmes hydrogène sur un territoire pour agglomérer les usages et faire en sorte de rentabiliser l'investissement pour tout le monde et qu'on trouve un certain modèle économique. Et du coup, aujourd'hui, si vous voulez, c'est les premiers écosystèmes qui se créent, comme vous parlez d'Auxerre, Dijon, à Belfort, ça continue de se créer. C'est ces premières stations-là, finalement, qui vont venir mailler le territoire et qui vont permettre de dire moi tous les jours je fais Auxerre-Mâcon, je suis capable de me recharger le matin Auxerre, je me recharge un coup à Dijon parce que j'ai pas l'autonomie suffisante pour faire l'aller-retour, je sais pas. Et du coup voilà. Et petit à petit ça va amener de nouveaux usages qui vont permettre d'enchaîner. D'où l'intérêt ou d'où l'attention à porter à des choix politiques comme ceux qui sont effectués sur le territoire de Dijon Métropole. Je crois qu'on peut évoquer cet exemple-là, vous le connaissez bien, Amaury. C'est quoi l'histoire en fait? C'est quoi le projet et c'est quoi l'enjeu au fond pour un territoire comme Dijon Métropole qui se revendique comme un territoire hydrogène aujourd'hui? Ouais, et qui se revendique à juste titre, au même titre que la région Bourgogne-Franche-Comté qui est pionnière dans la recherche depuis plus de 25 ans, notamment sur le Nord Franche-Comté. Mais l'idée derrière, c'est de dire, moi, collectivité locale, j'ai des usages, je suis contraint réglementairement à les décarboner, donc la loi d'orientation des mobilités, la loi résilience, etc., qui me force d'ici 2025 à acheter des véhicules zéro émission. Et quand on parle de zéro émission, c'est électrique, hydrogène ou bio-GNV. Donc j'ai cette première contrainte qui est là et la deuxième qui est de dire aussi c'est mon rôle de collectivité territoriale d'amorcer la pompe et je le dis au sens propre comme au sens figuré, c'est-à-dire comme on le redit, c'est des investissements qui sont relativement lourds. En l'occurrence Dijon Métropole fait le premier pas à dire regardez, moi j'amène les usages suffisants pour justifier l'installation. Je fais exprès de surdimensionner mon installation pour avoir des réserves de capacité. Et si vous, porteurs de projets privés, vous êtes intéressés, vous pouvez venir vous recharger. Et finalement, tous ensemble, on crée cet écosystème local. C'est un pari économique, on l'entend bien. C'est un pari technique, technologique aussi. On n'est pas sûr que c'est une technologie qui, demain, l'emportera. Ou vous pensez qu'elle existera de toute façon, même sur une partie du mix énergétique? Dans tous les scénarios, que ce soit ceux de l'ADEME, de RTE ou d'associations type Négawatt, on retrouve systématiquement l'hydrogène. On le retrouve à minima sur la partie industrielle. Et ça, on est certain que pour décarboner des industries, on n'aura pas le choix que d'avoir de l'hydrogène. Après, sur le choix sur les mobilités, je suis moins à l'aise de répondre à cette question dans la mesure où il y a 10 ans, on a dit aux constructeurs il faut investir massivement sur le GNV. Après, on leur a dit qu'il faut investir massivement sur les biocarburants. Après, sur l'électrique. Et là, maintenant, on leur parle d'hydrogène. Donc, on se heurte aussi à des décideurs qui sont un petit peu perdus et qui attendent que le marché ou je ne sais qui tranche cette question pour savoir vraiment dans quelle énergie se lancer. Oui. Mais néanmoins, je reviens, on parle de l'aviation tout à l'heure. Il y a un moment où l'hydrogène est le vecteur énergétique le plus massif qu'on connaît. Donc nécessairement, il aura une place à jouer sur des usages lourds. Mais après, voilà, quelle sera l'échelle, entre guillemets, de ce véhicule lourd? C'est une technologie aujourd'hui fiable, sûre et maîtrisée? D'un point de vue sécurité réglementaire, oui. On a enfin une réglementation et une législation hydrogène qui existe, qui n'était pas le cas il y a quelques années, où on a eu quelques écueils à dire, l'exemple tout bête, mais est-ce que je peux garer mon véhicule dans un souterrain? Est-ce que je peux utiliser le tunnel de Fréjus ou du Mont Blanc, peu importe. Donc voilà, aujourd'hui l'État a fixé des règles qui existent, qui nécessairement continuent d'évoluer parce qu'on reste dans une filière aussi d'innovation, il ne faut pas l'oublier. Après, d'un point de vue fiabilité et risque, là-dessus, on transporte une énergie.
Donc à partir de là, le vrai constat, c'est de dire, mais même quand on rentre dans notre véhicule essence, on est dans un véhicule qui transporte de l'énergie. Donc à nous d'être garants et de ne pas faire n'importe quoi. Comme au même titre qu'on ne va pas, si je suis un peu vulgaire, allumer une clope à la station essence. Il faut qu'on ait d'autres réflexes ou les mêmes dans une station d'hydrogène quand on sert d'un véhicule d'hydrogène. Question comportementale qui paraît assez logique. C'est ça. Mais après, voilà. Et donc, en effet, le comportement et la sécurité, on va dire plutôt technique, technologique. Et là, on bénéficie de tout le retour d'expérience du GPL et du GNV qui transportent des véhicules gazeux également. Du coup, on a tout ce retour-là qui fait qu'on a des véhicules qui sont relativement sécuritaires. Après, sur la mise en fonctionnement des installations, d'un point de vue plutôt technologique cette fois, on se heurte quand même à des premiers projets industriels d'innovation. C'est-à-dire que concrètement, c'est pas en appuyant du jour au lendemain que la station fonctionne. On se heurte à des problèmes. On est sur des installations qui ne cessent de grandir aussi, donc qui découvrent de nouveaux problèmes, etc. Où le standard chez les constructeurs n'existe pas encore. Donc voilà, on a principalement ces deux écueils de dire, on a je suis très transparent là-dessus, mais des stations qui ont du retard. Et dans un deuxième temps, avec quelques fonctionnements au démarrage, mais généralement après une année, on est sur des fonctionnements plutôt a priori plutôt bons. Allez, un dernier mot, Amaury Vaux 120, je rappelle que vous êtes co-gérant de Synops Conseil à Dijon, au cœur de cette région Bourgogne-Franche-Comté, qui a fait un choix. Alors, au départ, c'était un choix, j'allais dire, un peu universitaire, des chercheurs, des équipes du côté de Belfort qui ont bossé sur ce sujet-là. La région est vraiment en avance aujourd'hui. Est-ce que vous, en tant que conseil, accompagnateur d'entreprise, vous trouvez ici de l'écosystème justement à la fois de chercheurs, d'entreprises, la filière industrielle qui se constitue? Oui, clairement. Et alors, au-delà même du fait d'être chauvin, aujourd'hui, on a une industrie dans le Nord-Franche-Comté qui est très forte. Le départ de General Electric, avec la non-création de ses emplois, a créé un fonds Mogis qui a permis en fait de réfléchir une très très grande partie de ces fonds sur la filière hydrogène, avec l'installation de ce qu'on appelle des gigafactories qui vont être mises en place. En ce moment même, la région postule à devenir pour accueillir l'école nationale de l'hydrogène en France. Donc, il serait un gros centre qui permettrait de faire les formations. Et de par les projets qu'on a, type Auxerre, Dijon, Belfort, on se rend compte que c'est ça. On arrive à être bon à la fois sur la partie recherche, usage, industrie, et demain, pourquoi pas formation. Et demain, l'hydrogène qui aura sa place dans le mix. En tout cas, c'est le message que vous nous adressez aujourd'hui. Exactement, pour décarboner. Voilà. Et qu'on peut répercuter aux industriels ici. C'est intéressez-vous à ce sujet parce qu'il y a probablement matière pour vous à améliorer votre performance et votre impact environnemental. Tout à fait. Merci beaucoup Amaury Vaux 120 pour cette illustration. On a parlé hydrogène cet après-midi sur le plateau de Business Industrie avec Amaury Vaux 120, co-gérant de Synaps Conseil à Dijon. Bonne journée et bon salon.